Vous regardez Al24 News, madame, monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres de votre 19h. La bande de Raza pense ses plaies après 3 jours de bombardement. L'enclave palestinienne pleure ses martyrs, 45 selon le dernier bilan. Alors que le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit en urgence pour évoquer les derniers développements à Gaza, la communauté internationale salue la trêve entrée en vigueur hier soir. Après des mois de négociations à Doha, les politico-militaires et le gouvernement de transition tchadien trouvent un terrain d'entente et signent un accord de paix. Et enfin, un musée londonien va restituer à Abuja 72 œuvres d'art volées au 19e siècle au cours d'une incursion militaire britannique dans le royaume du Bénin. Après 3 jours d'horreur, de raids sionistes soutenus, 45 morts et plus de 300 blessés, Gaza souffle enfin. La trêve conclue hier entre la résistance palestinienne et l'entité sioniste semble se maintenir au grand soulagement de la population martyrisée qui subit un blocus depuis 2007, une situation tendue sur laquelle revient Sohila Kilal. Après le calme d'une nuit où tout le monde était aux aguets, le soleil se lève enfin. Gaza, sans ciel, ses ruelles respirent enfin. Les citoyens tentent de se remettre de leurs émotions et retrouver une vie normale. Cette nuit, nous attendions avec impatience 23h30 pour voir s'il y avait trêve ou non. Nous étions heureux d'apprendre l'entrée en vigueur de la trêve malgré le nombre important de blessés et de morts. Nous avons vécu ces 3 derniers jours dans la terreur et la crainte. Nos nuits étaient cauchemardesques. Les enfants n'arrêtaient pas de pleurer. Nous étions soulagés d'apprendre qu'une trêve avait été conclue et que la situation allait revenir à la normale. Grâce à Dieu, la vie a repris son cours normal et chacun a pu rouvrir son magasin. Pour rappel, à quelques minutes seulement de l'heure fatidique de l'entrée en vigueur hier soir de la trêve conclue entre la résistance palestinienne et l'entité sioniste, les raids de l'occupant s'intensifiaient pour faire encore plus de victimes. 23h30 heure locale sonne et le calme revient, comme après un mauvais rêve, au grand soulagement des habitants de Gaza, qui après une attente sceptique ont laissé libre cours à leur joie. Nous sommes un peuple et nous avons le droit de vivre à Gaza. Nous ne voulons pas de guerre tous les ans ou tous les 2 jours. Nous ne sommes toujours pas remis de la dernière guerre. Après 3 jours d'une escalade sioniste d'une violence sans nom sur la bande de Gaza, 44 martyrs, dont 15 enfants et plus de 300 blessés, cette trêve fragile semble tenir bon moins de 24 heures après son entrée en vigueur. Les autorités d'occupation ont procédé à la réouverture des points de passage commerciaux fermés pour permettre l'acheminement des marchandises et des camions chargés de carburant vers Gaza. Et une bonne nouvelle en ces temps difficiles pour les Gazaouis, l'unique centrale électrique de Gaza qui avait cessé son travail samedi faute de carburant en raison du blocus sioniste a recommencé à générer de l'électricité aujourd'hui. Des camions de carburant ont pu entrer dans l'enclave palestinienne après la réouverture des points de passage fermés depuis mardi dernier. Aujourd'hui, environ 30 camions chargés de carburant qatari ont été autorisés à entrer dans la centrale électrique après une fermeture d'environ une semaine de mardi dernier à dimanche. 30 camions à l'heure actuelle constituent une quantité suffisante et dans les jours à venir, nous attendons environ le même nombre de véhicules pour combler le déficit. Et direction Gaza justement où l'on retrouve Mahmoud Naïm Djibril, étudiant palestinien pour un point de la situation. Bonsoir. Alors, pouvez-vous nous faire un point de la situation et des pertes en vie humaine, Mahmoud, s'il vous plaît? بعد الانتهاء العدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر الذي أسفر عن 44 Après la fin de l'escalade sioniste sur la bande de Gaza qui a coûté la vie à plus de 44 martyrs, dont 15 enfants et 4 femmes et blessés, 360 autres,
Nous avons constaté que les avions du colon sioniste ont mené des raids sur les maisons des citoyens, sur les rues où jouent les enfants. L'armée sioniste a commis des crimes contre les citoyens, comme le massacre de El Nabahin hier soir, qui a coûté la vie à 3 enfants et leur père âgé. Même les cimetières n'ont pas été épargnés par la sauvagerie du colon sioniste. Les familles des martyrs ont récupéré ce matin les dépouilles de leurs proches pour accomplir la prière du défunt et les inhumer. Alors Mahmoud, comment est-ce que les habitants de Gaza vivent ce moment de répit ? Évidemment, la vie n'a pas encore repris son cours normal dans la bande de Gaza à cause du nombre important de martyrs et de blessés. Il y a une famille qui a perdu son fils unique de 18 ans. Comment pourront-ils reprendre une vie normale ? Comment toutes ces familles qui ont perdu des proches, qui ont perdu leur maison, vont pouvoir se reconstruire ? Merci beaucoup Mahmoud Naïm Djibril. Je rappelle donc que vous êtes étudiant et c'est donc dans un calme précaire qui règne dans l'enclave palestinienne. Après 56 heures de bombardement sioniste, les habitants de Gaza ont enfin pu passer une nuit tranquille. Et la question palestinienne, les récents développements à Gaza au menu ce soir d'une réunion d'urgence suivie de consultations privées au Conseil de sécurité de l'ONU. Le coordinateur spécial pour le processus de paix au Moyen-Orient, Tor Wennesland, devrait faire un briefing lors de cette réunion. Il sera entre autres question du cessez-le-feu entré en vigueur hier soir. Et cette trêve, on en parle justement avec monsieur Gamal Abina. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes journaliste à Beurre FM et à France Maghreb. Tout d'abord, à qui profite cette trêve, monsieur Abina ? Indiscutablement à Israël, parce que ce n'est pas la première opération, comme vous avez pu le noter, j'imagine. D'ailleurs, je tiens à rappeler rapidement, historiquement, on est à peu près à la 6e, 7e opération bientôt. Donc en 2006, puits d'été, en 2008, plomb durci, en 2012, pilier de défense. Je donne les noms, ça a un sens. En 2014, bordure protectrice, donc on est encore dans la défense. Et en 2022, opération Aurore. Pourquoi ? Parce que effectivement, Israël, qui tente d'écraser Gaza, alors rappelons que la bande de Gaza, c'est 6 à 12 km de large par 41 km de long. C'est un des territoires les plus denses au monde. Il y a près de 6 000 habitants au kilomètre carré pour 2 millions d'habitants, pratiquement 2 200 000, je crois. Et donc c'est une région, enfin c'est une zone, c'est même pas un pays, c'est une région qui est au bord de l'explosion pour des raisons multiples, économiques, évidemment de répression, d'enfermement. C'est le plus grand camp de concentration au monde aujourd'hui. Et malheureusement, ce sont les Palestiniens qui le subissent. Donc Israël a tenté plusieurs fois, dans toutes ces guerres dont je vous ai parlé, de réduire la résistance palestinienne. C'était contre le Hamas un temps, puis contre le djihad islamique, puis contre tout un tas de Zine Qassam et d'autres organisations de défense palestiniennes, mais ils ne parviennent pas à les réduire. Alors si aujourd'hui il y a une négociation avec l'Égypte qui est toujours derrière pour négocier des cessez-le-feu jusqu'à ce qu'ils en arrivent à des accords d'arrêt de combat, c'est pour plusieurs raisons. À chaque fois que les Palestiniens ont manifesté une velléité d'indépendance, on l'a vu par exemple aux élections en 2006, quand le Hamas l'emporte, immédiatement c'est levé le bouclier de la part d'Israël et de l'Occident. Ensuite, il y a eu effectivement ce rapprochement entre le Fatah et le Hamas. À ce moment-là, immédiatement des guerres une guerre provoquée par Israël, une intervention. Et puis à nouveau, récemment à Alger, on a bien vu le rapprochement entre le Fatah et le Hamas. À nouveau, ça n'arrange pas Israël qui met un coup de pied à la fourmilière en provoquant à nouveau cette zone et en enlevant un des dirigeants du djihad islamique pour des raisons soi-disant de crimes qu'il aurait commis. Donc aujourd'hui, on est dans une posture où effectivement Israël a besoin d'un cessez-le-feu, simplement parce qu'elle est en situation délicate, elle a du mal à faire face à la réponse palestinienne qui est de plus en plus organisée, de plus en plus efficace,
efficiente et le fameux dôme qui était destiné à les protéger, le dôme de fer, ne fonctionne pas suffisamment pour protéger en totalité la population israélienne. C'est la raison pour laquelle l'État sioniste a décidé effectivement de négocier un cessez-le-feu pour calmer un petit peu les représailles. Mais justement, Monsieur Habina, est-ce que vous pensez que ce cessez-le-feu a des chances de tenir? Non, il ne tiendra pas comme les derniers d'ailleurs. La dernière fois en 2014, c'est pareil. C'était une multiplication de cessez-le-feu qui était violée d'un côté comme de l'autre d'ailleurs, parce qu'il y a toujours un jeu de chat et de la souris ou de bras de fer. Rappelons tout de même que c'est la plus grande puissance de la région, Israël, soutenue par les États-Unis, qui attaque une population sans défense et sans armes. Rappelons que les opérations militaires menées à Gaza sont des opérations qui se mènent dans une ville, puisqu'il n'y a pas de caserne, il n'y a pas d'armée en face, ce sont que des fédéraïs qui combattent et qui vivent dans la population, puisqu'ils en font partie. Mais surtout, un cessez-le-feu ne peut fonctionner que quand il y a un rapport de force équilibré. Là, le déséquilibre est tellement énorme que c'est difficile. Malheureusement, à chaque fois qu'Israël fait une guerre contre une population palestinienne ou arabe en général, c'est toujours un rapport de 1 pour 10, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 10 morts d'un côté contre 1 de l'autre. Et surtout, malheureusement, ces guerres sans fin ne mènent nulle part, puisque de toute façon, le rêve israélien qui consistait à sécuriser son territoire, le sanctuariser, soit par des barrières physiques, des murs comme il les érige si facilement, soit par l'étouffement des populations, ne fonctionne pas, puisque les missiles passent au-dessus des murs et ne sont pas interceptables, du moins si le coût est prohibitif pour intercepter des missiles, c'est difficile d'arrêter un missile qui passe au-dessus d'un mur. Donc aujourd'hui, la stratégie israélienne qui consistait à occuper les hauteurs, comme le Golan par exemple, ça ne fonctionne pas. Ils le savent et ils se retrouvent coincés parce que finalement, chaque fois qu'ils interviennent à Gaza, c'est pour essuyer un échec. Ils tuent beaucoup de monde, mais ne gagnent jamais leur opération, ne parviennent jamais à casser la résistance palestinienne qui ne fait que s'accroître, puisqu'évidemment, avec la radicalisation des positions et surtout avec l'étouffement des 2 millions de Palestiniens dans la bande de Gaza, la résistance ne fait qu'augmenter. Et Monsieur Habina, enfin, pourquoi est-ce que cette fois-ci, c'est le djihad islamique qui est en ligne de mire selon vous? Alors, il y a je dirais, c'est presque un modus vivendi. Il ne faut pas oublier qu'il y a une guerre entre le djihad islamique et à un moment donné, le Hamas. Hamas est plutôt soutenu par l'Iran traditionnellement, il a plutôt une tendance à être pro-syrien, c'est un peu ça ce qui se passe, il y a beaucoup d'alliances et de mésalliances. Le djihad islamique, c'est la formation un peu plus radicale que le Hamas, qui est un peu plus, entre guillemets, va en guerre, parce que là-bas, tout le monde est va en guerre, mais qui a tendance à vouloir être jusqu'au boutiste et ne supporte pas évidemment l'autorité même du Hamas. Aujourd'hui, ils se sont un petit peu calmés sur leur tension interne, et effectivement, un jour c'est le Hamas, le lendemain c'est le djihad. Ce qui se passe, c'est qu'Israël a une peur bleue, non pas du djihad islamique, qui reste une formation militaire très peu équipée, pas tellement ancrée dans la région, et surtout qui n'a pas de soutien extérieur ou très peu. Alors que le Hamas est quand même soutenu par les grandes puissances. Et donc, les capacités offensives du Hamas, à la faveur, à l'époque de l'arrivée de Morsi au pouvoir, ont augmenté de façon considérable, avec un soutien iranien effectif. Et ce qui fait peur à Israël, c'est non pas le djihad islamique, en lui-même, il n'est pas tellement inquiétant pour eux. Ce qui fait peur, c'est qu'il y a une contagion du côté Hamas qui se mettent à répondre à leur tour. Et eux, le Hamas ont pas des roquettes, parce que ce ne sont que des roquettes qui sont tirées jusqu'à présent. Le Hamas a des missiles qui peuvent atteindre l'extrême nord israélien, comme Haïfa, Jaffa, Ashkelon, enfin toutes les grandes villes qu'ils ont essayé de sécuriser. Monsieur Habina, très rapidement, hein, qu'est-ce que le gouvernement israélien veut dire quand il dit avoir atteint ses objectifs? Ça, il y a beaucoup d'esbroufs chez les Israéliens. Il faut croire qu'ils atteignent les objectifs. Je rappelle tout de même qu'en 2000, ils ont été chassés du Liban par le Hezbollah, qu'en 2008, pareil, un nouvel échec face au Hezbollah. Aujourd'hui, si ça peut rassurer les Palestiniens, le rapport de force joue en la faveur, parce qu'il faut quand même rappeler qu'Israël a reculé sur tous les fronts. Il a perdu le Sinaï, il a perdu Gaza, il a perdu le sud-Liban, il a perdu l'espoir de faire le grand Israël, le fameux Eretz Israël, qui allait quand même jusqu'en Irak. Tout cela, c'est des rêves du passé. Maintenant, ils essaient de garder les positions, de les maintenir comme ils peuvent, tant vaille que vaille, mais malheureusement pour eux, le droit ne leur est pas favorable et surtout les rapports de force changent dans la région et ils ne font qu'essuyer des échecs. Donc les objectifs qu'ils prétendent atteindre ne sont jamais atteints. Tout ça, c'est les esbroufs pour rassurer leur population. En substance, Israël sait très bien qu'elle va devoir un jour ou l'autre négocier dans un rapport de force de moins en moins favorable. Merci beaucoup, Monsieur Gamal Habina. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes journaliste à Beurre FM et à France Maghreb. C'est donc des violences qui ont éclaté durant 3 jours, assorties d'une trêve précaire en Palestine, entrée en vigueur dans la soirée d'hier entre Palestiniens et sionistes. Une trêve officiellement qui a débuté vers 23h30 heure locale. Pour l'heure en tout cas, rien ne plaide pour une reprise des violations majeures de l'accord entre les deux parties. Karim Bouaziz nous en parle. Situation précaire dans la bande de Gaza en linceul, au milieu d'un amoncellement de gravats dû au bombardement de l'entité sioniste durant ces 3 derniers jours, ayant coûté la vie, on le rappelle, à 44 Palestiniens, y compris des enfants. Au-delà, un cessez-le-feu salué par le secrétaire d'État Anthony Blinken depuis sa tournée africaine.
Tout en apportant son soutien à la sécurité extrapolée de l'entité sioniste, il a affirmé que son pays travaillait de concert avec toutes les parties, dont la Jordanie, le Qatar et surtout l'Égypte, en vue de solutionner le conflit. Un cessez-le-feu obtenu grâce à la médiation du voisin, l'Égypte, historiquement le grand médiateur entre les deux parties, sionistes et palestiniens, dont l'implication depuis vendredi œuvre pour la libération de 2 soldats palestiniens pris entre les fourches caudines sionistes. Un porte-parole de l'armée sioniste faisant un pied de nez aux appels de l'arrêt des combats émanant de plusieurs coins du globe a annoncé que les soldats de l'occupation se préparaient à des opérations d'1 semaine. L'envoyé spécial onusien pour le Proche-Orient, Thor Winensland, a pour sa part salué précocement la courte trêve tout en annonçant que celle-ci demeurait précaire via son compte Twitter. Le Conseil de sécurité des Nations Unies devrait se réunir dans la journée. Une réunion en urgence réclamée par les Émirats arabes unis qui ont souligné la nécessité de rétablir le calme à Gaza et de freiner cette escalade de violence. Un nouveau choc qui est le pire depuis la guerre de 11 jours en mai 2021, pendant laquelle au moins 256 Palestiniens, dont 66 mineurs, avaient été tués. Et la scène internationale s'indigne face à ces violences. Les Marocains manifestent contre l'agression sioniste sur Gaza. Des militants anti-normalisation organisent ce soir un sit-in de protestation devant le siège du Parlement à Rabat pour dénoncer cette agression sioniste. Un sit-in en signe de solidarité avec le peuple palestinien, mais aussi pour dénoncer la persistance du Marzen dans la normalisation avec l'entité sioniste malgré le rejet de la population. Et on reste au Maroc où la production définitive de céréales pour la campagne 2021-2022 est estimée à 34 millions de quintaux, soit une baisse de 67% par rapport à la campagne précédente. Parlons du Tchad à présent. Après 5 mois de négociations à Doha au Qatar, les politico-militaires et le gouvernement de la transition tchadienne ont fini par trouver un terrain d'entente et signer un accord de paix. Un préalable d'une importance capitale pour le grand débat national inclusif prévu le 20 août. Tinhinan Makassi. C'est avec une poignée de main que Mohamed Idriss Déby, président de la transition, et Mohamed Nouri, chef d'un important groupe politico-militaire, ont pu mettre fin à 5 mois de négociations, qui se sont annoncés dès leur ouverture sur le fil du rasoir. Les autorités de la transition et les groupes politico-militaires ont fini par trouver un consensus et signer un accord de paix, permettant ainsi aux groupes rebelles de prendre part au grand dialogue national du 20 août prochain à N'Djamena. Le dit accord comporte notamment un cessez-le-feu général aux côtés de la mise en place d'une opération de désarmement, ainsi que les conditions nécessaires de sécurité pour les politico-militaires qui prendront part au dialogue inclusif. Cela dit, sur les 52 groupes armés qui ont pris part le 13 mars dernier au pré-dialogue à Doha, le FACT de Mohamed Mahdi Ali a refusé de signer le dit accord, affirmant que ses principales revendications n'ont pas été prises en compte. Le FACT n'est pas le seul groupe qui refuse de signer l'accord de paix. À ses côtés, plusieurs autres groupes armés refusent ce consensus ainsi que la participation au dialogue du 20 août, qui, rappelons-le, a été reporté à 2 reprises. Et retour en Algérie pour évoquer la visite du chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop à Alger. Il s'est entretenu avec son homologue Ramtan Lamamra. Des discussions au cours desquelles les 2 ministres ont évoqué le renforcement des relations de fraternité et de coopération qui unissent les 2 pays, mais aussi les perspectives d'imprimer une nouvelle dynamique à la mise en œuvre de l'accord de paix et de réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger dans le cadre des efforts en cours visant à favoriser une transition réussie en République du Mali. Par rapport au point particulier de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, je tiens à vous remercier pour le communiqué constructif et de soutien qui a été aujourd'hui publié par le ministère algérien des Affaires étrangères, qui vient saluer les conclusions de la réunion décisionnelle de haut niveau qui s'est conclue le vendredi dernier, qui a permis aux parties maliennes elles-mêmes de pouvoir forger un consensus pour travailler ensemble sur des questions en suspens, notamment des questions liées aux questions de défense et de sécurité, mais aussi aux réformes politiques et institutionnelles. Et je crois que c'est un pas positif important après plusieurs mois de difficultés de fonctionnement
du travail en commun, mais je crois qu'aujourd'hui, ceci doit créer une dynamique nouvelle pour que nous puissions avancer entre Maliens. Mais nous avons aussi besoin des autres. C'est pourquoi le communiqué lui-même a retenu que le comité de suivi de l'accord devrait pouvoir également se réunir à un niveau ministériel pour pouvoir dégager des perspectives. Et justement, pour en parler, nous avons avec nous en direct au téléphone M. Abdelhak Mekki. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, vous êtes politologue algérien. Comment expliquer ce retour à l'accord d'Alger, M. Mekki? Écoutez, je pense qu'il a été aussi encouragé par le fait que les autorités maliennes aujourd'hui se sentent un peu plus libres, étant donné qu'elles se sont débarrassées peut-être de puissances qui les contraignaient à un certain comportement. Enfin, ça a été largement critiqué même par les nouveaux pouvoirs maliens, de ce fait que les Maliens se retournent vers le véritable processus qui a été engagé il y a déjà quelques années en Algérie et que, compte tenu du fait, parce qu'il y a la longue expérience que entre l'Algérie et le Maroc, il y a des solidarités depuis 1962 sur à peu près une convergence de vues sur tous les problèmes mondiaux qui se sont posés et régionaux, y compris dans la construction africaine et dans la construction d'une politique de bon voisinage. Donc il y a un fait que l'Algérie a un prestige au niveau du Mali, aussi bien au niveau des dirigeants qu'au sein du peuple malien, puisque je connais bien ce pays et puis j'y ai vécu quelque temps. Ceci étant, le processus actuel est peut-être aussi dû au fait que l'Algérie a une expérience, elle a résolu un problème beaucoup plus grave, me semble-t-il, avec la politique de la Mossalaha, et donc on peut faire bénéficier dans cette médiation de toute l'expérience que nous avons en tant qu'Algériens pour retrouver la paix et la cohérence du territoire à la fin et le respect de la souveraineté nationale. Justement, M. Mekki, donc la médiation algérienne, nous le disions à l'instant, reste apparemment la seule issue à la crise au Mali, d'où le choix des Maliens. Quel est votre commentaire à ce sujet? Pardon, je n'ai pas entendu la question. Alors, je répète, je disais donc que la médiation algérienne reste apparemment la seule issue à la crise au Mali, d'où le choix des Maliens. Quel est votre commentaire à ce sujet? Oui, justement, elle est la seule parce que dès le début, l'Algérie a eu une attitude la plus exacte et la plus rationnelle pour résoudre le conflit, c'est-à-dire le dialogue entre les parties en conflit. D'une part, et puis d'autre part, elle n'a pas cessé, en tous les cas, elle n'a pas arrêté, malgré le fait que l'accord d'Alger n'a pas été immédiatement appliqué, elle n'a pas cessé d'apporter son soutien et d'exprimer sa solidarité à l'égard du peuple malien pour retrouver la paix et la sérénité. Donc, c'est une continuité depuis longtemps, puisqu'il y a eu des comités, des conseils qui ont été réalisés ici et là pour justement trouver des conflits, y compris au niveau, des solutions, y compris au niveau des institutionnels, stratégiques et politiques et économiques. Et donc la création d'un comité d'un haut niveau est déjà quelque chose de très important. Et aujourd'hui, on parle même d'un comité interministériel qui regrouperait les Maliens et Algériens pour trouver des solutions concrètes au niveau de chaque secteur, probablement y compris les secteurs stratégiques. Monsieur Abdelhak Mekki, merci pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes politologue algérien. Et toujours au Mali, 5 terroristes ont été éliminés par les forces armées maliennes dans des combats à Tessit. Le bilan provisoire fait état également de 4 morts et 2 blessés parmi les FAMA, avec plus de 3 véhicules détruits. Dans le reste de l'actualité, parlons des exportations de céréales ukrainiennes. Le deuxième convoi de navires chargés de céréales a quitté hier les ports ukrainiens d'Odessa et de Tchernomorsk sur la mer Noire. Il s'agit de 4 navires avec à leur bord environ 170 000 tonnes de marchandises.
Et on reste en Ukraine. Antonio Guterres qualifie de suicidaire toute attaque contre des centrales nucléaires et appelle d'ailleurs à l'arrêt des opérations militaires autour de celle de Zaporijjia afin que l'Agence internationale de l'énergie atomique puisse y accéder. Interrogé également sur les importants exercices militaires de la Chine autour de Taïwan déclenchés par la visite sur l'île la semaine dernière de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, le secrétaire général de l'ONU appelle au bon sens et à la retenue pour permettre une désescalade extrêmement importante. La Chine qui a justement annoncé donc la poursuite de ses exercices militaires au large de Taïwan, toujours pour répliquer à la visite de Nancy Pelosi, numéro 3 américaine et présidente, nous le disions, de la Chambre des représentants sur l'île revendiquée par Pékin. Ces démonstrations militaires visent à avertir les responsables de la situation et à punir les forces indépendantistes de Taïwan, a déclaré le porte-parole du ministère chinois lors d'une conférence de presse quotidienne. La Chine continuera d'intervenir sévèrement auprès des États-Unis au sujet du voyage de Mme Pelosi à Taïwan. Nous demandons instamment aux États-Unis de réfléchir sérieusement et de corriger immédiatement leurs erreurs. Ils doivent cesser de soutenir les forces séparatistes, indépendantistes de Taïwan et de jouer la carte de l'utilisation de Taïwan pour contenir la Chine. Pour l'instant, ils devraient surtout cesser de mélanger le noir et le blanc, de porter de fausses accusations, d'aggraver la situation, d'élargir la crise et d'utiliser des actions réelles pour respecter le principe d'une seule Chine et les 3 communiqués conjoints, Chine-États-Unis. En mot de sport, l'Afrique aura sa Super League. Le président de la CAF, Patrice Motsepe, l'a annoncé en juillet dernier et la Super League débutera en août 2023. Une cérémonie de lancement se tiendra mercredi 10 août en Tanzanie lors de la 44e assemblée ordinaire de la CAF. Et on termine avec cette bonne nouvelle concernant des œuvres d'art dérobées au cours d'une incursion militaire britannique dans le royaume du Bénin en 1897. Le musée Orinman de Londres va donc rendre 72 œuvres d'art à la capitale nigériane Abuja. Parmi ces œuvres d'art se trouvent 12 plaques en laiton, connues sous le nom de bronze du Bénin. Le royaume du Bénin et non le pays, devenu l'État d'Edo, situé dans le sud du Nigeria et dont Benin City est la capitale. On retrouve également parmi les objets restitués des objets de cérémonie en ivoire et en laiton, ou encore des objets de la vie quotidienne tels que des éventails, des paniers, ainsi que la clé du palais royal. Et c'est avec cette information que l'on arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur nos différents réseaux sociaux. Il vous suffit simplement de scanner le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. À demain 19h.